Je vais inviter les intervenants à la table ronde. Alors, j'ai pas de don de prestidigitateur, mais j'ai réussi quand même le tour de force de faire disparaître 2 intervenants avant la table ronde. Donc, vous accepterez cette mise en situation un peu surprenante. On a donc Didier Codarbreil qui ne peut être des nôtres aujourd'hui, hospitalisé, donc on pense à lui, et puis également Pierre Borde qui est toujours dans le train, je ne sais pas où il en est. Bon, en tout état de cause, on l'accueillera volontiers s'il pointe le bout de son nez. Donc, j'avais cette citation de Goethe dans la tête, Laurent. C'était « L'audace porte en elle génie, pouvoir et magie ». Et je trouvais que ça faisait le lien un petit peu. En tout cas, je te remercie encore pour cette belle intervention. Tu es vraiment notre trace de cœur à nous ce soir. Donc, merci beaucoup. Alors, j'ai de la chance dans mon malheur, comme je dis. J'ai gardé mes 2 invités féminines, donc j'en suis ravi. Putain, c'est déjà une bonne chose. J'ai une définition de l'audace qui est intéressante, qui est l'audace qui désigne donc cette capacité d'une personne à oser des actions qui bravent un peu les goûts dominants. Alors chacun, je pense ici, dans cette salle, chacun a sa propre définition. J'aimerais lancer cette question en vous demandant, mesdames et cher Laurent, votre définition de l'audace, et si vous pouvez, brièvement, parce que je suis un brin feignant, vous présenter un peu votre activité, vous pourrez mieux en parler. Donc chacun prend un micro. Voilà, Laurent, bon, la présentation, on fera peut-être court, mais voilà. Une petite présentation, Carole Tawema et Céline Varenne-Souchon. D'abord une petite présentation concise et puis vous enchaînerez, si vous le voulez bien, sur votre définition de l'audace. Ça nous permettra de rentrer pleinement dans notre conférence et puis on enchaînera ensuite. Merci. D'accord. Donc je commence. Bonsoir à tous. Donc, je suis Carole Tawema, présidente et cofondatrice de Carétique, qui est une marque de beauté et bien-être, de produits certifiés bio, équitables, qui a son activité implantée à la fois au Bénin, en Afrique de l'Ouest, et en France, en région Rhône-Alpes, à Vaux-en-Velin exactement. Donc, voilà, nous développons en fait une nouvelle expérience beauté et bien-être pour le public le plus large possible. Donc, je dis souvent en plaisantant que le Carité, notre offre s'adresse à toutes les personnes qui ont une peau et des cheveux. Voilà. Donc, Céline Varenne-Souchon, donc je suis cofondatrice de Witty Company. C'est un nouveau style d'agence qui est en mode start-up. Donc on est vraiment là-dedans, dans le petit pas, dans apprendre par itération, qui s'adresse à toutes les entreprises, toutes les collectivités qui sont en mutation. Donc il y a beaucoup de gens en mutation en ce moment. Tout le monde essaye d'innover un peu dans tous les sens. Et vraiment, on fait du marketing. C'est du marketing user-centric où on est vraiment terrain. On est dans l'empathie, on essaye de comprendre ce que les gens ont besoin par l'observation. Donc on est beaucoup par ethnologie un petit peu. Donc on essaye d'utiliser la grille de lecture des gens pour faire comprendre l'innovation et pour trouver des relais de croissance aux entreprises. Très bien. La petite définition de l'audace. J'ai oublié, désolé. Non, mais ça permet d'enchaîner, de passer la parole. L'audace, alors je vais m'inspirer de la magnifique prestation de Laurent. En fait, pas trop quand même. Non, j'ai beaucoup aimé. En plus, l'audace, selon moi, c'est la capacité à aller chercher l'inattendu. Créer en fait ce à quoi on ne s'attend pas, donc c'est nécessairement se dépasser, c'est nécessairement prendre des risques, c'est nécessairement accepter de se brûler des ailes de temps en temps. Voilà, donc c'est un dépassement de soi et de ce que autrui attend de soi. Voilà, pour faire court. Moi, c'est un mot qui me fait un peu peur, l'audace. Je trouve que c'est comme un saut dans le vide. On ne sait pas bien ce que c'est. Saut dans l'inconnu, comme ça. Dans l'inconnu. Est-ce qu'on a un parachute? Est-ce qu'on n'en a pas? Non, moi, je trouve que c'est plutôt des petites audaces chaque jour, des petites choses qu'on fait qui nous prouvent que on peut y arriver, que ça, c'est possible. Donc, voilà, c'est un mot un peu... audacieux tout de suite, ça fait un peu peur, quoi, je trouve. Laurent parlait tout à l'heure de proscrire tout ce qui était impossible. Est-ce qu'on peut affirmer clairement aujourd'hui que tout est possible? Je parle dans notre société actuelle, je ne parle pas sur... Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, cette affirmation est vraie?
En ce qui me concerne... Je parle à l'aune de vos expériences personnelles. Bon, je vais me limiter à ça. Moi, j'ai affiché dans ma chambre, écrit au stylo sur une feuille blanche, rien n'est impossible. Vise le soleil, avec un soleil que je vois tous les matins. Alors, le terme, je ne suis pas sûre qu'il soit très, très, très heureux, parce que rien n'est impossible. Je pense que tout est possible. Et moi, j'en suis convaincue, parce qu'en fait, dans tout mon parcours, j'ai pu le constater. Qu'en fait, il suffit effectivement de poser le premier pas, faire quelque chose, poser une action, et quoi qu'il advienne, cette action en fait se transforme en une fleur. Donc j'y crois profondément, et mon parcours, bon, j'aurais pas le temps de le développer, mais c'est une preuve que tout est possible. Enfin, j'y crois en tout cas. Sur les barricades, en 68, ils avaient un slogan, c'est « Soyons réalistes ». Ouais, cherchons l'impossible, absolument, tout à fait. Alors, c'est de se dire, moi, il y a une analogie que j'aime beaucoup, alors que certains connaissent, hein, c'est l'analogie du bourdon. Le bourdon, c'est un insecte intéressant parce que quand vous le regardez, il n'a rien pour voler. Il est rond, il n'est pas du tout profilé, il est plutôt lourd comme insecte, et il a des toutes petites ailes. Et pourtant, il vole. Alors, normalement, on me demande pourquoi. Alors, tout simplement parce que personne ne lui a dit que c'était pas possible. Donc, je rejoins sur le fait qu'on peut se fixer des objectifs à condition de ne pas être utopiste. C'est-à-dire qu'il faut avoir un optimisme de but, oui, donc c'est possible, mais un pessimisme de chemin. Autrement, c'est... Est-ce que l'audace, c'est avant tout se prouver quelque chose à soi-même, se prouver qu'on peut y arriver, une sorte de défi, de challenge perso? Le fait que je sois là ce soir, oui, parce que franchement, c'est entre un pépite et bouchon, c'est pas évident. Donc voilà, le fait de se dire, bah ouais, pourquoi pas, je dois avoir 2-3 trucs intéressants à raconter, bah ok, on y va. Merci encore Olivier de m'avoir proposé. Mais non, c'est vrai que l'audace, c'est d'aller se chercher là où on n'est pas, là où on pense que c'est peut-être possible, les autres y arrivent, pourquoi pas nous. Enfin, au final, qu'est-ce qu'on a à y perdre, quoi. C'est un peu ça, c'est quand on pèse le pour et le contre, on se dit bon, allez, go, on verra bien la suite, quoi. Donc on est vraiment là-dessus. Puis moi, je suis profondément un maker dans l'âme, c'est-à-dire que je suis toujours dans cette action. L'action me donne de l'énergie. Chaque jour, un pas après l'autre, on avance et on fait des choses qu'on n'avait pas imaginées la veille, et on se retourne, le rétroviseur justement, on se dit bah ouais, c'est chouette, moi j'y arrive, quoi. Donc même si c'est des petites choses, ça permet d'avancer. Carole, je pense qu'on va revenir sur ce défi personnel. Avec votre aventure, vous avez réussi à vaincre une peur quand même, qui était cette aventure à l'international. C'est aussi ça, relever le challenge de l'audace? Oui, en sachant que je l'ai fait, j'ai attaqué l'international sur un marché particulier, l'Allemagne, dont on parle beaucoup. En maîtrisant un anglais que j'ai appris en partie en Finlande et en Israël, donc nulle part ailleurs, avec une motte de beurre de karité de 10 kilos que j'avais emporté dans une valise, en ne sachant pas du tout à quoi je m'attendais. Je me rendais sur le salon, le plus grand salon international du bio, Biofar à Nuremberg. J'avais pas de produit, j'avais juste une motte de beurre de karité. Et en fait, le monde entier est venu me voir avec cette mode de beurre de karité, parce que c'est la première fois qu'on voyait une jeune femme, donc j'avais 24 ans à l'époque, avec une mode de beurre de karité que tout le monde utilisait, tout le monde connaissait le beurre de karité, mais c'est la première fois qu'ils le voyaient sous cet état brut, en mode en plus. Donc d'habitude c'est dans les cosmétiques. Donc cette étape-là, en fait, pour moi, était importante, et c'est un ancrage, parce que je ne voulais pas y aller. Je me rappelle, ce jour-là, j'avais mis 2 chaussettes dépareillées, parce que j'avais vraiment pas envie. J'ai fait une école de commerce, mais je suis pas commerciale dans l'âme. Donc pour tous ceux qui sont, tout est vraiment possible. Et en fait, sur ce salon, j'ai vu le monde entier, dont en fait le futur distributeur avec qui nous sommes associés pour faire connaître la marque en France. Et effectivement, là, pour le coup, c'était un dépassement
pas inconscient, je savais que j'allais à l'international sous le froid de Nuremberg au mois de février. Et ça a apporté le miracle, puisque par la suite, on a pu développer la marque, développer 10 références et faire connaître Caretic à l'international. Et c'est vrai qu'en tant que start-up, toute petite jeune marque, on n'encourage pas forcément les petites entreprises à se lancer, à partir à l'étranger. Le discours qu'on entend souvent, c'est il faut d'abord être fort sur son marché avant de s'internationaliser. Nous, si on avait attendu d'être fort sur le marché français, je pense que Caretic n'existerait plus. Concrètement, quand un marché est en crise, ou en tout cas a besoin d'innovation et de nouveautés, il y en a d'autres qui attendent l'offre qui est présente en France. Donc en France, la France est le numéro 1 de la cosmétique, c'est pas en France qu'on allait se développer, donc on est parti à l'étranger, toujours sur le même salon. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes dans l'univers du bio qui veulent développer une entreprise dans ce secteur, mais s'il y a un salon à faire à l'international, c'est le salon Biophare à Nuremberg. Il fait froid, mais ça vaut le coup. Céline, je reviens sur ce que vous avez dit. J'avais pas grand-chose à perdre. J'ai en mémoire cette phrase de Jean-Michel Germain de la Compagnie du Vent, quand il a créé sa société dans les années 80, qui est aujourd'hui une référence dans l'énergie éolienne. Il a dit, j'étais inspiré, j'avais de l'appétit pour créer, et finalement, j'avais pas grand-chose à perdre. Pas d'attache, pas de bien, pas de prêt. C'est plus facile d'oser quand on n'a rien à perdre. Moi, j'ai pas rien à perdre, j'ai plein de trucs à perdre. Donc, comment dire, non, je pense pas avoir rien à perdre. Même quand on a 20 ans, on n'a jamais rien à perdre. Après, effectivement, c'est une qualité de vie, des enfants, un mari, un prêt, un machin, un truc. Donc voilà, bon, on se dit, ok. Mais au final, on se rend compte qu'on peut baisser un peu son niveau de vie, que ça va pas changer la face du monde et que voilà, il faut sécuriser de toute façon. Et puis après, au final, on se rend compte qu'on n'a pas autant de choses à perdre que ça, effectivement. Mais c'est cette balance finalement entre ce qu'on envisage, ce qu'on se permet de perdre, et puis de fixer la limite où on se dit là je suis en danger. Donc là il faut faire attention à sa zone de confort, il faut rester dedans pour se sentir à l'aise, quoi. Laurent, vous évoquiez des pourcentages tout à l'heure pour dire il y a des choses qui nous appartiennent, il y a des choses qui sont sujettes à l'environnement. Est-ce qu'on est tous dotés des gènes de l'audace ? Alors, non, on n'a pas forcément les gènes de l'audace. Et si on se réfère aux quelques chiffres que je citais, c'était de dire que, d'une manière plus globale, sur l'optimisme, et l'audace est un des ingrédients, c'est de dire qu'il y avait 50% qui étaient vraiment génétiques. Donc il y a des personnes qui ont les gènes du pessimisme, par exemple, et de la prudence. Donc, quelquefois, l'environnement peut favoriser, mais pas forcément, soit l'optimisme, c'est de dire que non, on n'a pas forcément les gènes. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est cette notion de libre choix. C'est-à-dire que si nous souhaitons, nous pouvons améliorer cette audace. Il faut l'oser. Il faut l'oser. Ça serait plutôt de l'ordre de l'état d'esprit, en fait, de oser. C'est vraiment un état d'esprit. C'est ce qui vous est arrivé, en fait. C'est que vous avez tout mis en œuvre pour y arriver. Je dirais que moi, le lien, je suis quelqu'un de très peureux. J'ai peur constamment, voilà. Et comme c'est un sentiment que je déteste, je fais tout pour en sortir. Et ça, du coup, ça me pousse à agir. Et est-ce que c'est voilà, moi j'ai l'impression de constamment chercher à sortir de ce sentiment de peur. Quand j'étais ado, j'ai fait du parachute, j'ai sauté d'un avion. Et je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais que ça du parachute ascensionnel. Et je me suis retrouvée dans un avion à faire le tour. Je sais pas, pour ceux qui ont vécu l'expérience, c'est assez traumatisant. Et le fait d'avoir sauté, d'avoir eu cette sensation grisante d'être en l'air, sans savoir comment est-ce que j'allais atterrir. J'ai fini par atterrir, pas sur les pieds, mais j'ai atterri. Pour moi, c'est aussi rester un ancrage. Et j'essaie, en fait, à chaque fois, dès que je sens une peur, pour moi, c'est sain d'avoir peur parce que ça veut dire que je suis en action, où quelque chose va se passer. Voilà. Donc, en dépit de cette peur, vous osez. Donc l'audace, c'est peut-être plus une audace vis-à-vis de soi-même, en fait.
Personnellement, je suis pas sûre, parce que là, pour le coup, la confiance en soi, je pense que j'ai pris beaucoup de notes pendant la conférence, parce que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. En tout cas, je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit une exigence personnelle d'être audacieuse. En revanche, je rêve beaucoup. Je sais pas à quoi c'est lié, c'est un signe astrologique, mais je suis quelqu'un qui rêve et j'ai besoin en fait d'atteindre mes rêves. J'ai besoin d'aller chercher, et c'est précieux pour moi. Donc je pense que l'audace, ce qui nourrit mon audace, c'est des rêves, et j'ai de grands rêves. Typiquement, l'activité de Caretic, ce qui me pousse à agir pour développer l'entreprise, c'est que je sais que derrière l'entreprise, il y a 500 femmes dans 12 coopératives au Bénin à qui on apporte de l'activité, avec lesquelles on a construit tout de A à Z, qui nous ont apporté beaucoup en termes de génie, d'expérimentation sur le terrain, etc. Elles sont juste magnifiques. Moi, quand je suis désespérée en France, je pars au Bénin et je suis avec elles. Elles me donnent un courage inouï. Et pourtant, elles sont dans la difficulté dans les zones rurales au Bénin, mais pour moi, ce sont nos enfin, ça se dit des héroïnes, non ? Des héroïnes. Voilà. Enfin bon, voilà. Ce sont des femmes très fortes, donc c'est ce qui me pousse. Et 500 femmes, l'objectif qu'on a avec ma sœur, c'est il y a 18 000 productrices de karité en Afrique. D'autres activités, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on produit du beurre de karité au Bénin, on fabrique des cosmétiques en France. Au Bénin, il y en a 28 000. L'objectif, c'est 16 millions de femmes au total. C'est notre objectif, donc il est grand. Et on va l'atteindre parce que c'est beau comme mission et c'est précieux. Voilà. Donc mon moteur, il est là en fait. Est-ce que, on parle de personnalité, est-ce que quelqu'un d'audacieux est forcément égocentré ? Laurent ? Oui. Ou Céline ? Je pense que quand on parle beaucoup d'audace, tout ça, finalement, on est audacieux. Je suis étonnée du 10% de l'environnement qui joue par rapport à ça, parce que finalement, on est souvent audacieux par rapport à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'on veut se prouver à soi-même, mais surtout aux autres, qu'on peut y arriver. Et finalement, voilà, c'est ça qui est important, surtout l'environnement et la façon dont on peut le gérer, dont on peut le prouver autre chose, c'est quand même important. Ouais. Vous parlez de prouver aux autres. Est-ce que c'est plus important de jouer collectif que de la jouer perso ? Je parle par exemple dans vos aventures particulières. Est-ce que c'est d'insuffler comme ça cet enthousiasme, cette énergie, cet optimisme aux autres ? Ça rejaillit, ça irradie votre propre personnalité, votre propre réussite également. Oui. On parle des performances, qui était le sous-titre de la conférence. C'est d'avoir des incidences directes et positives sur la performance de vos sociétés. Oui, oui. Je pense que j'ai longtemps travaillé seul dans le développement de la structure jusqu'en 2014, quand on a pu... non, 2015, on a pu lever des fonds. On a levé 300 000 euros avec un fonds d'impact investing. Et je rêvais d'avoir une équipe. Je rêvais d'avoir des personnes qui partageaient avec moi ce rêve et cette aventure. Et c'est extrêmement précieux, effectivement. Alors, il y a jouer perso, on peut le faire pendant un temps limité, je pense, parce qu'à un moment, on s'essouffle. C'est important de tirer, mais je ne sais plus si c'est un proverbe africain qui dit on va plus vite seul et on va plus loin à plusieurs. Ensemble. Donc, voilà, c'est précieux. Donc, l'audace, effectivement, il faut arriver à la faire briller, à la mettre en lumière en la partageant avec d'autres. Moi, je ne sais pas si c'est une caractéristique de l'optimisme, mais moi, je me nourris des autres. C'est-à-dire que c'est un truc où, alors, effectivement, je laisse les pollueurs et les gens qui sont toxiques, parce que du coup, motivateurs, on les laisse. On sent bien que de toute façon, ils vont nous plomber, donc ok, hop sur le côté. Et puis après, se nourrir des autres, c'est tout sauf personnel en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui draine de l'envie. Le management par l'envie, c'est ça qui compte. Et parfois, des expériences en tant que salarié où finalement on n'a pas ni le levier de la rémunération, ni le levier de faire évoluer dans l'échelle. Mais si on manage les gens par l'envie, on a envie de les pousser, on leur propose des projets intéressants. Ça drive toute une équipe et c'est une vraie valeur qui reste en termes de management. Donc ça, je pense que c'est l'optimisme communicatif, c'est ça qui finalement est inspirant pour les autres et pour soi-même, puisque du coup, on se nourrit les uns les autres, quoi.
Partage, il y a certains nouveaux concepts qui émergent. Je pense au nudging notamment. Peut-être nous en dire un mot. Oui, parce que c'est vrai que c'est dérivé de la psychologie positive. Le nudging, c'est vraiment... c'est par exemple les pianos que vous avez dans les gares. C'est un lieu d'attente où tout le monde s'ennuie profondément, où personne ne se parle, tout le monde est gris. Il faut poser un piano là, au milieu, mais personne n'est mandaté. Il n'y a pas de programme pour que chacun vienne jouer. Et finalement, il y a une atmosphère qui se crée tout de suite. Tiens, un son, c'est rigolo, qu'est-ce qu'ils font? Et puis après, les gens commencent à discuter. Et ça, c'est effectivement, le nudging, c'est vraiment dépasser la contrainte par le jeu. Et par un autre exemple qui est tout simple aussi, c'est vous avez une poubelle, plein de papiers partout par terre, tout le monde passe à côté et puis voilà, tout le monde s'en fout. Et si vous mettez un petit capteur avec comme ça faisait un puits sans fond quand on pose le papier dedans, c'est drôle, qu'est-ce que c'est que ce truc qui se passe? Donc là, c'est un peu la surprise au début. Et après, on voit tous les gens qui posent les papiers dedans en disant, tiens, c'est rigolo ce truc. Et le fait que ça soit du jeu, on dépasse la contrainte. Alors c'est une forme d'optimisme, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est aussi aller chercher des choses un peu décentrées. On le fait beaucoup justement avec l'innovation, pour aller faire le coup à 3 bandes, pour arriver à son but, mais finalement sans passer forcément de manière un peu brutale. Donc effectivement, le nudging, c'est intéressant. Regardez sur YouTube, il y a plein de trucs intéressants, notamment en Finlande. Comment ça s'écrit? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends le terme. Nudging. Nudging, tout simplement. Est-ce que finalement, vous connaissez bien le sujet, Laurent, est-ce que finalement, il faut changer le management? Il faut changer sa façon de percevoir les choses et de les appréhender? Changer, non. Faire bouger adapter, faire bouger le curseur, oui. Alors, il y a des expériences qui sont étonnantes. C'est-à-dire qu'on pourrait faire évoluer 2 choses très rapidement. Sur des critères de recrutement, je vais vous prendre un exemple, et sur les critères d'évaluation. Le pape de la psychologie positive, Martin Seligman, qui est toujours en vie, il a conseillé une grande entreprise d'assurance aux États-Unis, là, il y a quelques années. Plus de 3000 commerciaux. Et il leur a dit, on va modifier les critères de recrutement. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les compétences habituelles pour recruter un commercial, mais on va mettre des critères sur l'optimisme. Ils ne le savaient pas, les candidats. Et ils ont recruté une centaine de candidats qui avaient un profil atypique par rapport à l'historique, mais qui avaient en eux évalué au recrutement l'optimisme. La première année, 27% de chiffre d'affaires en plus. La deuxième année, 53%. C'est-à-dire, donc oui, on peut dans les critères de recrutement, tenir compte. Et dans toutes les entreprises qui ont les mécaniques d'entretien d'évaluation, ben bien sûr, on voit évaluer des compétences, on voit des compétences comportementales évoluer ces dernières années, on voit le courage chez un manager, je trouve que c'est une bonne compétence, mais bien sûr qu'on pourrait, parce qu'on peut rationaliser cela. Ouais. Donc, je crois qu'il y a même, il y a vraiment à gagner à faire évoluer en intégrant ce côté optimisme avec l'audace, avec le jeu et tout ce qui est décliné derrière. Et d'impliquer plus le salarié, on parle d'intrapreneur, c'est-à-dire le mobiliser, même au sein d'une société, sur des projets, le valoriser, l'impliquer plus. Oui, je pense qu'il y a 2 personnes dans la salle, si elles sont toujours là, qui peuvent se reconnaître dans cette manière d'impliquer en plus des personnes qui sont assez jeunes, pour leur permettre de mener un projet de A à Z, leur permettre aussi un peu de toucher du doigt quelque chose qu'on n'autorise pas d'habitude en entreprise, voilà. Permettre aux salariés de se réaliser pleinement à travers un projet. Alors Caritic est une toute petite structure. Nous, on travaille effectivement en mode itératif. Moi, je viens du monde de l'informatique, du logiciel, etc. Et c'est quelque chose que je trouve précieux. La méthode agile et le fait de tester quelque chose, voilà, comme tu disais, avancer petit à petit sans forcément... Et sur chacun des projets, elles n'ont peut-être pas conscience, mais moi j'applique cette règle et à chaque fois, j'essaie de leur confier des micro-projets. C'est pas des projets associatifs comme dans des grandes entreprises etc. Mais ça permet effectivement de mettre en œuvre cet état d'esprit
l'audace qu'on imprime dans la société, en tout cas qu'on veut imprimer dans l'évolution d'un projet, d'une entreprise, aux collaborateurs. Et c'est précieux. Moi, je l'ai vu principalement dans des entreprises à l'international. Mais effectivement, il faut un nouveau mode de management. La méthode agile devient une méthode fragile dans certaines structures, mais je pense que c'est la voie à suivre. Et voilà. Souvent, quand il y a des moments où, où les entreprises sont dans des mutations, qu'elles ont besoin d'innover pour leur survie. Là, je travaille avec une entreprise de corsetterie qui, du coup, fait des soutiens-gorge magnifiques, très bien, séduction, très bien. Mais du coup, ils sont en train de mourir. Donc, comment on fait pour changer de modèle? Donc là, ils ont inventé un soutien-gorge connecté pour faire du sport. Donc, ils étaient fournisseurs de grandes marques, donc ils connaissaient pas leur cible, tout ça. Et du coup, ils passent à de la gestion de la data, gestion d'applis, de physiologie du sport qui interviennent là-dedans. Donc, pour arriver à faire ces mutations-là, il faut arriver à monter comme des capsules d'innovation et du coup aller chercher ces intrapreneurs qui sont dans l'entreprise et qui vont être à même de... parce que souvent dans l'entreprise, on a des étiquettes, tout le monde se voit dans son rôle, chacun est bien à sa place. Et quand on s'intéresse un peu aux gens, mais ne serait-ce que perso un tout petit peu, sans parler d'aller boire des coups tous les soirs, mais on se rend compte que finalement, il y a des connaissances, des aptitudes qu'on peut aller chercher, on peut muter à l'intérieur d'une entreprise. Et c'est vrai, souvent en France, ce qui est difficile, c'est que on n'arrive pas à rester longtemps dans les entreprises parce qu'on préfère prendre des gens de l'extérieur, les payer plus, parce qu'ils sont plus sexy à l'extérieur, je sais pas. Et alors qu'en intérieur, on a souvent des pépites et des intrapreneurs, si on arrive mieux à les embarquer là-dedans. Quand il y a des projets de mutation, c'est vrai que c'est des moments d'aller dire qui veut lever la main et puis qui veut y aller, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant de monter. Donc nous, on travaille comme ça en capsule d'innovation, où parfois ils n'ont pas de designer, de marketeur de l'innovation en interne. Donc on vient se clipser quelque part, se plugger à l'entreprise pour combler quelque part les quelques manques qu'il y a dans l'entreprise et puis faire que l'entreprise se l'approprie complètement cette innovation. C'est elle qui va la commercialiser derrière. Nous, on fait que passer un peu en tant que conseil. Et derrière, il y a cette notion de passage de relais qui est très importante. Parce que l'audace est souvent assimilée à quelque chose de grand, mais avec cette volonté, step by step, des petits projets, des avancer doucement comme ça, se fixer des objectifs raisonnables. On n'est pas obligé d'avoir des grandes visées. Après, il y a des gens qui sont inspirants, qui donnent, think large. C'est super, quoi. Après, on a envie, on a besoin de se prendre une picouse de temps en temps, mais la vraie vie fait que tous les jours, les petits clics font que c'est ça qui nous fait avancer au quotidien. Enfin, c'est vrai que c'est le principe du pessimisme, de l'optimisme. Je pourrais me rappeler le terme. Je vois parfaitement ce que vous avez dit, mais oui, oula. De l'autre côté, 21 jours. Mais c'est l'idée, merci. J'avais l'intention de l'acheter en plus. D'éviter l'optimisme BA, mais avoir conscience, rêver, mais avoir conscience, ça va être difficile. Moi, ma petite équipe sait que je fixe des objectifs. En plus, je suis un manager assez exigeant, mais c'est pour les emmener vers un rêve. Voilà, j'ai pas parlé de mots, mais il faut rêver pour pouvoir avancer et avancer peu à peu. Donc moi, j'estime que c'est important d'avoir de grands rêves, de grandes ambitions, pour pouvoir être un tant soit peu audacieux. Mais bien préciser qu'il n'y a pas d'antagonisme entre optimisme et pragmatisme. Il faut être réaliste, il faut savoir jouer de prudence, ça n'empêche pas les rêves, on est bien d'accord. Bon. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup orienté sur l'optimisme, mais je veux dire, être pessimiste, il y a des métiers où c'est une qualité. Exemple, pessimiste, bien sûr. Si on travaille dans le domaine de la sécurité, on a intérêt à avoir du pessimisme en soi pour mettre en place un certain nombre de plans d'action. Pour des personnes qui travaillent en production sur la qualité, ils font preuve de pessimisme par rapport à un certain nombre de situations. Et c'est ce qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'optimisme c'est bien et le pessimisme c'est pas bien. Donc au-delà de la notion de but et chemin, et puis il y a des contextes et il y a des métiers où le pessimisme c'est une vraie valeur ajoutée.
Ouais. Mais il faut mixer les deux, toujours but et chemin, pour être réaliste. Une bonne dose d'inconscience aussi. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Il ne faut pas être un peu fou pour entreprendre, pour une douce folie, je vous l'accorde, mais un peu fou. Est-ce que c'est de la folie? En tout cas, je pense que c'est une folie nécessaire. Il faut des entrepreneurs, il faut des personnes qui acceptent d'aller à l'encontre de ce qui est attendu sans forcément faire n'importe quoi. Il faut surtout pas être inconscient parce que typiquement, il y a une notion de responsabilité quand on entreprend. Qui est importante, en tout cas en ce qui me concerne. Donc ça évite en fait. Au contraire, moi je trouve que la prise de risque crée naturellement cette capacité à se préserver. Enfin, je ne sais pas si c'est contradictoire ce que je dis, mais voilà. Donc est-ce que c'est de la folie? Je n'appellerais pas ça de la folie. Je ne sais pas comment est-ce qu'on qualifierait ça. Vous parliez d'inconscience, Céline, non? Oui, parce que, alors moi je suis peut-être optimiste, un peu trop, peut-être bisounours parfois, j'en sais rien, mais ça va toujours bien se passer, quoi. Donc voilà, un exemple très personnel, mais j'ai eu mon premier enfant à 25 ans, et quand il est arrivé, tout ça, que j'ai vu ce bébé dans ce petit berceau transparent, Bouchon, je me suis ou dit, Pépite, l'enfant? non, Pépite. Pépite. Non, mais c'est vrai, il y a une espèce de dose d'inconscience. On a envie d'avoir un enfant, c'est chouette, et puis tout d'un coup, il est là, et on fait, wow, alors là, du coup, maintenant, bon, ok. Et donc, je veux dire, pour une entreprise, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est pas, c'est l'analogie est un peu bizarre, mais c'est ça, c'est qu'on y va, et puis on fait confiance aussi au temps. Tout ne se règle pas en 3 secondes, les choses évoluent, les situations évoluent, les postures des gens évoluent, et voilà, je pense qu'au final, je pense que ça va bien se passer. Voilà, c'est un peu le truc. C'est pas de méthode quiz, c'est ni un déni, c'est... Oui, Laurent? Par rapport à ça, je pense que l'excès de prudence est bien plus risqué. C'est-à-dire, même si c'est une formule, mais j'y adhère beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de pire risque de ne pas en prendre. De rester aujourd'hui dans une zone de confort... On a fait apparaître un nouvel intervenant. Salue la ponctualité de Pierre Bord. Et j'ai très envie d'aller aux toilettes, j'y suis pas allé. Je vous le dis tout de suite. TGV a pris feu à Cavaillon. Je rappelle que les toilettes sont moins luxueuses qu'au Negresco, hein, Pierre. Dans ces conditions, on s'en fout. Hein. Allez. Parfait. Bienvenue. On a commencé sans vous. Écoutez, moi, comme je suis toujours très enthousiaste, mais parfois peut-être un peu dingue, je me suis dit, la première partie devait être tellement barbante, il valait mieux être dans le TGV avec mes 2 bons bouquins. Et je lis notamment un livre qui s'appelle « Rien n'arrive jamais par hasard », qui n'est pas de Laurent Jupin, mais qui est d'un autre personnage original aussi. Voilà. Bonjour, vraiment je m'excuse, mais je vous jure, je suis parti à 12h24 précisément, mais une panne de TGV à Marseille, donc nous avons changé de rame. Le feu déjà aux alentours de Cavaillon, non mais c'est pas une blague, et donc les pompiers, les canadaires, enfin... Et moi qui suis un hôtelier, je n'ai pas pris mes dispositions. Trouver une chambre à Lyon alors qu'il y a un congrès là, impossible, donc j'ai un Airbnb, alors qu'on est tous contre ça, et qui... Enfin, Bravo, bravo. vous savez tout. Bon, en tout cas, merci de nous avoir rejoints. Vous prenez le train en marche, si j'ose dire. Et donc, on vous accueille volontiers. On peut peut-être vous entendre, voilà, et la première partie était fort intéressante, hein, Laurent a assuré. Peut-être vous entendre, voilà, sur l'audace, sur un petit peu votre définition, un petit peu votre vision comme ça de l'audace en tant que responsable d'un hôtel de luxe, savoir un petit peu
ce que vous insufflez à vos équipes, ce qu'il faut transmettre, ce qu'il faut faire passer comme message, comme vous parlez des verbes notamment, je sais, les verbes positifs, les verbes d'émotion, voilà, tout ça un petit peu, cet optimisme que vous insufflez à vos équipes et qui, par effet domino, doivent transmettre à tous vos clients également. Oui, alors bon, je dirais, aujourd'hui, je suis avant tout, comme vous, un chef d'entreprise. J'ai 178 employés, avec tout ce qu'il faut autour, un CHSCT, des syndicats, enfin, etc. Et bien sûr, des clients. Alors, peut-être que je suis né avec un naturel optimiste, peut-être, c'est vrai. Mais c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Il est vrai que depuis que j'ai rencontré Laurent, à l'époque, je travaillais dans le groupe Danone, j'étais à Évian, beaucoup de mes comportements ont changé. Parce que, alors là, maintenant, j'en suis convaincu, nous avons tous les moyens personnels de changer une situation, et quelle que soit-elle. Les conditions extérieures sont ce qu'elles sont, mais on a les moyens de changer, de prendre du recul. Alors, il est sûr que c'est une éducation, je dirais que c'est une discipline. Moi, je me suis discipliné à supprimer des verbes de consonance négative. D'ailleurs, vous dites à un enfant qui est sur son vélo, ne va pas par ici parce qu'il y a un trou, vous êtes sûr qu'il va y aller, il va tomber. C'est pareil avec mes collaborateurs les plus proches. D'abord, moi-même, je n'ai pas toujours été dirigeant d'entreprise. J'ai commencé derrière une réception et puis les opportunités ont fait que, et le travail ont fait que j'ai gravi les échelons. Mais en tous les cas, à mon équipe rapprochée, je les oblige aussi à changer de langage. Quand on me dit « on va faire tout notre possible, monsieur Bord », non, reprenez. Et disent maintenant, d'ailleurs, ils ne le disent plus, ils disent « non ». Je vais essayer, pardon, lapsus, voyez, je vais trop vite. On va essayer d'atteindre cet objectif. Je fais juste comme ça. Maintenant, ils disent non, on va faire tout notre possible. Et je vous assure, c'est ce genre de tournure d'esprit où on n'a pas un problème, on n'a pas des emmerdes. Ce sont des challenges, ce sont des défis. Un client emmerdant, non, c'est un client exigeant. Faut l'écouter. D'ailleurs, ce client qui vous emmerde, et c'est sûr qu'il y a des fois... Là, tout à l'heure, même avant de partir, je me suis dit, non, mais bon, à 60 ans, entendre des trucs pareils. Mais finalement, vous prenez un peu de recul, on vous rend un service. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vrai que dans 99% des cas, ça devrait être 100% avec quelqu'un comme Laurent avec qui je travaille. Quand il y a une embûche, je me dis c'est un message. Et quand vous regardez bien, le message est vachement puissant. Et si vous l'interprétez correctement, le challenge qui en ressort, mais d'abord au niveau relationnel peut être extrêmement intéressant, mais au niveau baisse de coûts ou apport de chiffre d'affaires, c'est juste miraculeux. Et bien sûr, l'émotion est extrêmement importante parce qu'après, quand on se situe dans un monde du luxe comme celui dans lequel j'évolue, parce que c'était un choix, alors que j'avais fait un BTS de restauration de collectivité pour Jacques Borel à l'époque. Ceux qui ont mon âge peuvent se souvenir de Jacques Borel. Bon, j'ai évolué. On doit travailler avec l'émotion. L'émotion, c'est le cœur. Et dans la vie, qu'est-ce qui se passe ? On a un cerveau qui est absolument extraordinaire, mais qui souvent vous amène vers quelque chose qui tape. Je vous assure, il y a peut-être des syndicalistes dans la maison, et moi j'ai appris à respecter aussi, à travailler avec des syndicalistes. Là, on est en train de faire des choses extraordinaires que je n'aurais jamais imaginées. Mais c'est parfois très difficile parce que vous pouvez être agressé, mais il y a toujours des messages. Du coup, j'ai perdu le fil. Pourquoi j'ai voulu dire ça ? Mais ça ne fait rien. Management avec le cœur, avec l'envie. Exactement. Le cœur vous envoie un message. Alors évidemment, c'est pas que quand on est amoureux. Et d'ailleurs, je le suis de nouveau, Laurent, là, depuis quelques mois. Ça change tout, mais même... Enregistré, ouais. C'est pas grave, mais là aussi j'ai un message parce que
je me suis rendu compte. C'est de l'audace ou de l'optimisme? Mais il y a les deux. Il y a les deux, parce que certainement beaucoup de gens De dans cette l'inconscience salle. Oui, bon. Un peu. Attendez là. Bon. Y compris quand on est amoureux et dans un couple, là aussi il y a un challenge. Parce que ça ne va pas tout seul quand on a un coup de foudre. Après, il faut savoir écouter l'autre, il faut savoir aimer, comprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Constamment, il y a des messages à passer. Et ce que je veux dire, c'est que en management, c'est pareil. Moi, j'ai connu l'époque et j'ai commencé comme ça. Et quand j'ai rencontré Laurent, c'était il y a 8-9 ans encore. Moi, j'étais un manager hussard. On me disait, voilà, Pierre Bord, voilà tes objectifs, pas on y va. Alors, je vous dis pas, hein. Oui, on a fait des choses, mais c'était dur, vous usez les autres, ça mène au burn-out, enfin, à tout ce qu'on veut, à tout ce qu'on est en train d'entendre là, enfin, d'entendre tous les jours. On en fait même parfois des tartes à la crème parce qu'on exagère, et je trouve que c'est tellement facile de changer ça. Aujourd'hui, j'espère partager pleinement avec vous la réussite de l'entreprise que je dirige, parce qu'il y a 5 ans, quand je suis arrivé, premièrement, il n'y avait pas un rond dans les caisses, il y avait même 6 millions de dettes, il y avait 230 emplois, aujourd'hui ils en ont 170, je n'ai licencié personne pour raison économique, enfin mon équipe, il y a quand même eu une équipe qui s'est... Et Laurent a vu la différence, on investit de nouveau, on fait beaucoup de choses. Mais franchement, oui, la tête y est pour quelque chose, mais il y a aussi le cœur et dans beaucoup de messages. Alors, Merci. Pas, Merci pour il faut ça. que je m'arrête, je le Oui, sais. oui. On va remettre notre débat sur les rails, si vous le voulez bien. Pardon. Hein. Oui, mais think large, alors bon. Bon. Puis là, j'avais besoin de m'exprimer. Oui, j'imagine. Très bien. On sent une colère grandie. Ah, ben, tout va bien, merci beaucoup. Il y a quelque chose, j'aimerais vous entendre là-dessus. J'avais exhumé comme ça un chiffre. C'était 19 millions de Français qui se disaient tentés par la création d'entreprises. C'était une étude qui avait été faite, un sondage Opinionway suite au Salon des entrepreneurs de Paris. Je trouve ça énorme. Mais pourtant, la majorité ne va pas franchir le pas. Est-ce qu'on ne cherche pas finalement toutes les excuses du monde pour pas oser? Je n'ai pas les diplômes, je ne sors pas d'une grande école, j'ai des problèmes à trouver des financements, trop de paperasse. Est-ce qu'on ne se focalise pas sur les embûches, Céline? En fait, c'est jamais le bon moment, hein, quelque part. Hein. Donc, il y a un moment où ça se passe. Faut y aller, quoi. Il y a un truc qui nous met le pied à l'étrier. Voilà, je pense que aussi bien perso, pro, puis après, la route est longue de toute façon. Donc, il faut... Enfin voilà, il y a un moment où il faut y aller, et puis il ne faut pas trop se poser de questions non plus, parce que sinon on ne fait jamais rien, justement, et puis on n'avance pas, hein, au final. Hein. Pardonnez-moi, j'interviens. Mais c'est super. Vous avez monté votre entreprise, voilà. Eh bien, comme a dit madame ou mademoiselle, excusez-moi, bon, par moment, c'est pas le moment. Mais ça, c'est la tête qui vous dit c'est pas le moment. Mais votre cœur a envie d'y aller, et là, il faut y aller. Et quand le cœur est d'accord, ça marche, eh ben, on visualise le truc, on y va et on réussit. Hein. Alors là, y a pas... Vous avez une belle tournure avec la zone d'inconfort. Et il faut la dépasser. Alors, voilà. Il faut transgresser ce pas possible. Pierre. Complètement. Alors, pardon, mais c'est vrai que si vous réfléchissez, si vous regardez et vous y êtes arrivé, quand on a un vrai succès, il vient de quand? Quand tout vient tout seul, pas vrai. C'est toujours quand vous êtes dans la zone d'inconfort et que vous vous dites « je suis dans la merde », mais ça, il ne faut pas se le dire, on dit « ok, j'avance », mais c'est dans la zone d'inconfort que naissent les plus belles victoires. D'ailleurs, celle de Napoléon ou de n'importe qui aussi. Mais c'est la zone d'inconfort tout à fait. Parce que là, excusez-moi, vous bandez un coup, quoi, de partout. Appelons un chat un chat. On vous sent libéré. Hein. L'enchaînement va être difficile.
On va essayer de redresser la barre, hein? Ah bah, Si je peux me permettre. Non. Ce que je voulais dire, c'est que... Carole, Oui, merci. laissez-moi poser la question. Non, plus sérieusement, il y a beaucoup on évoquait les difficultés. Je sais qu'on en a discuté tous les deux. Vous avez entrepris. Vous êtes une femme jeune, noire, du Made in France à l'export. Je croyais que le cumul était interdit, Oui, c'est mais vrai que moi, j'avais vous toutes les enchaînez raisons, quand même. J'avais tout pour ne pas entreprendre. J'avais plein d'excuses, effectivement. Enfin, d'excuses. Et comme ça, vous avez réussi à casser ces barrières. Alors, il faut ça. Je suis béninoise. La béninoise, le Bénin, c'est le pays des Amazones. Donc, c'est dans mes gènes, quelque part, ou dans ma culture, en tant que femme, de prendre le taureau par les cornes pour faire, enfin, en gros, faire démentir, en tout cas, enfin, prouver que une femme peut entreprendre, une femme noire peut entreprendre, peut porter un produit made in France et made in Africa, puisqu'en fait, on intervient sur les deux continents, on tire le meilleur de chaque territoire et le porter à l'international. Et là, en fait, vient un moment magique. Le moment magique, c'est quand un Sud-Coréen, vient voir nos produits, prend un pot, enfin ce sont des baumes, il faut savoir que c'est riche, et se tartine tout le visage, les cheveux avec, en disant « Ah, c'est extraordinaire, c'est magnifique, il me faut une palette de ce produit ». Et là, vous vous dites « Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas, on m'a toujours dit que les Asiatiques n'utilisaient pas des produits riches, gras, en plus quand ça vient d'Afrique, c'est sale, c'est pas hygiénique, etc. Je suis noire, je suis femme, je suis africaine, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, en fait, j'ai compris que la force de notre marque vient du fait qu'on a pu associer la quintessence de l'Afrique, ce qui séduit dans l'Afrique, et la quintessence de la France en cosmétique, le savoir-faire français. C'est-à-dire que sans l'alliance de ces deux éléments, en fait, la marque n'aurait pas cette force-là. Et quant à la question, est-ce qu'on cherche à chaque fois des excuses pour ne pas entreprendre ou quoi que ce soit ? Effectivement, alors, il faut un peu d'argent pour entreprendre, il faut avoir fait un peu d'études, il faut avoir... il faut, sur le papier, beaucoup de choses. Mais en soi, on n'a jamais tout ça. Ou en tout cas, on peut l'avoir pendant un moment et ne plus l'avoir un jour. L'essentiel, il me semble, c'est d'avoir un entourage, un réseau, ou des personnes qui vous portent. Moi, le moment magique, monsieur Bord, je pensais au moment magique que vous décriviez tout à l'heure. Moi, j'ai été un peu dans cette situation que vous décriviez si joliment. Il y a un peu de temps. Et j'ai fait quelque chose... C'est la vie, en plus. J'ai fait quelque chose qui me marquera à vie. J'ai contacté sur LinkedIn l'homme le plus influent dans le design, le luxe. C'est-à-dire que Caritic, une marque de Caritic, toute petite marque de niche, je décide de le contacter en me disant, en lui expliquant en quelques mots, j'aimerais vous présenter le Grand Cru de Carité, parce que c'est une particularité de notre marque aussi, c'est qu'on parle de Grand Cru, on intègre la notion de Grand Cru qu'on trouve souvent dans l'alimentaire, dans le chocolat, etc., dans les cosmétiques. Et là, il me répond dans l'heure, en me disant, oui, il faut absolument qu'on se rencontre, je veux découvrir ce Grand Cru de Carité. Donc c'est Bully 1803, hein, c'est l'officine 1803 qui fait venir le monde entier à Paris. Et en fait, il me répond, on se fixe rendez-vous, et là, je me retrouve chez Bully 1803, devant Ramdan Touami, qui se met à me dire, je voulais absolument vous rencontrer parce que j'adore le Bénin. Je suis fan de la musique des années 70 du Bénin. Et là, je me suis dit, ça ne tenait qu'à ça, en fait. Et il a mis son iPad en marche, il a mis la musique que j'ai jamais entendue. Je suis née en 82, donc la musique 70.
Et il dansait avec moi. Alors, souvent, il est en pantoufle. Il faut absolument que vous alliez voir ce Blim 803 à Paris. Voilà, c'est unique comme endroit, et le personnage aussi est unique. Et il dansait. Et là, je me suis dit, en sortant, je me suis mise aussi à danser parce que je me suis dit, avec ce monsieur qui apprécie notre produit, donc notre beurre de karité brut grand cru, il trouvait le parfum extraordinaire, la texture incroyable. Il voulait absolument le référencer. Mais le même pot, c'est-à-dire que j'ai rien à changer. Et typiquement, pour moi, c'est un des moments magiques qui pousse à agir, ou en tout cas à se dépasser, à sortir de sa zone de confort. Qui valide une démarche. C'est intéressant, vous parliez que toutes les planètes ne seront jamais alignées pour tenter, pour oser. Est-ce que, on vous a souvent dit, vous étiez courageuse de monter votre boîte en pleine crise. Finalement, la crise, c'est pas plus une période de possibilité, d'opportunité, une chance que vraiment que de frein? En plus, je suis sur le créneau des entreprises en transformation. Donc là, c'est le moment ou jamais, c'est la crise. Il faut se transformer, il faut muter. Non, quelque part, oui, c'est sûr que c'est un petit peu dur. On est un peu dans la traversée du désert dès le début, puisque la boîte n'a que à peine 2 ans. Donc voilà, on en est là. Mais au final, c'est le moment aussi pour être sur des créneaux comme ça. Il faut se renouveler, il faut innover, il faut penser différemment. Et on aide les boîtes à faire ça. Donc non, je pense que c'est plutôt effectivement le bon moment en tout cas. Vous êtes toutes et tous un peu liés à l'international. Est-ce qu'on ne valorise pas plus l'audace à l'étranger qu'en France? Pierre, si... Dans quel sens? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? À l'étranger, la prise de risque, est-ce qu'en France, par rapport, je vous donne un exemple, les Français ont mis en 8e position notre pays dans le classement international de l'audace par rapport aux États-Unis, au Canada, l'Allemagne, au Royaume-Uni, qui sont peu ou prou appréhendés comme des pays facilitateurs d'audace. Voilà. Alors, je suis rentré dimanche des États-Unis, où j'ai passé une semaine à New York en promotion pour le Negresco. Retour aussi tarabiscoté que ce que je viens de vivre avec le TGV. Enfin, plus grève des contrôleurs aériens, pas de valise, tout le truc. Bon. En France, nous avons un souci, c'est notre sinistrose. Parce que quand vous êtes à l'étranger, les gens vous disent, vous êtes français, c'est super, Regardez. Cette écharpe orange, un peu comme a dit mademoiselle, ça fait des années que je la porte. Un jour, c'est un de mes employés qui me l'a offerte. Et peu de temps après, je vais aux États-Unis, puis je la porte. Et tout le monde, à chaque fois, me dit « Ouais, c'est super, c'est orange, c'est la fin. » Donc, du coup, je la porte. Parce que c'est devenu, comme eux, ils disent, un brand. Mais je pense, non, je suis même convaincu, en France, on se fait des histoires. Parce que quand vous regardez nos 2 amies qui sont là, elles ont monté leurs affaires. Alors, pardonnez-moi, c'est un peu... Vous avez compris que j'étais un peu brute de décoffrage. Bon, vous êtes des femmes toutes les deux, vous êtes noires en plus, donc personne n'est raciste. Mais quand vous voyez arriver dans certains endroits une jeune femme comme ça, je ne vous dis pas, moi-même, dans ma propre entreprise, tiens, tu connais Valérie Nioul, ma DRH, on est obligé de se battre. Nioul, ça veut dire lapin en hongrois. Ça lui va bien. On est obligé de se battre parce que certains chefs de service ont de la difficulté, je refermerai la parenthèse, à recruter, parce que c'est une femme ou quelqu'un de couleur. Non, mais alors là, quand moi j'apprends un truc comme ça, je ne suis pas très cool. Je reviens à notre histoire. Et la presse donne une très mauvaise image en général de l'atmosphère française, malheureusement. Alors, pardon ? Ah, sûrement pas à Lyon, bien sûr. On sait que Lyon est une technopole. Et d'ailleurs, ça marche tellement bien que quand un pauvre hôtelier veut une chambre d'hôtel, il n'en trouve pas. Il faut qu'il aille chez Airbnb alors que... Bon, mais c'est innovant. C'est tout neuf. Voilà. Atterrissage en douceur. Continuons à marcher avec le cœur. Si vous avez une vision de ce que vous voulez faire,
vous y arrivez. Oui, tout est toujours compliqué, mais ce n'est pas ça qu'il faut se dire. Je veux y arriver, je dois faire ça, je prends mon courage à deux mains parce que j'ai envie de faire ça, je vais joindre telle personne et je lui casse les pieds. Des fois, quand je vois qu'il y a des gens qui insistent pour me voir, pour me présenter un truc, je me dis, c'est peut-être quand même le moment. Donc, moi, je suis quand même très confiant. Et il ne faut pas quand même écouter tout ce qui se dit. Parce que j'arrive des États-Unis, pour eux, qu'est-ce qui se passe? Alors malheureusement, c'était la semaine dernière. C'est le Bronx en Europe parce qu'il y a des attentats. Bon, on a encore vu ce qui s'est passé hier. Et deuxièmement, il y a les millions de migrants qui arrivent de Syrie qui sont chez nous, partout. Je suis obligé de leur dire non, c'est pas tout à fait comme ça. Pareil, c'est aussi la presse qui déforme un petit peu, mais c'est pas le tout Lyon. Hein. C'est CNN, CBS. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vos concurrents. Si vous avez écouté, oui, vos concurrents, si vous avez écouté France Info hier soir, mais enfin, c'est quand même dramatique, quoi. Ils disent tout et leur contraire. Donc, moi, je suis convaincu qu'il y a, parce que c'est la France et je suis cocorico, moi, je défends mon pays sur plein de choses et quand je vais à l'étranger, je le fais remarquer et ça me fait vraiment de la peine quand on entend, oui, en France. Alors, évidemment, nous avons des hommes politiques bizarres, mais comme partout. Il paraît qu'il y en a un qui était là ce matin, il a emmerdé toute la circulation à Lyon aussi. Comment? Voilà. Mais c'est comme ça. Sur la promotion, en tout cas l'encouragement à entreprendre et à oser, moi j'ai un petit parcours en Finlande, en Erasmus, et je pense qu'effectivement il y a quelques bonnes idées à prendre dans ces pays-là sur l'éducation. Enfin, tout part de l'éducation. Apprendre à se lancer dès le plus jeune âge. J'ai précieusement noté les trois petites choses positives à se dire tous les soirs. Je pense que tout vient de l'éducation. Et en fait, à l'international, moi, pour avoir vécu dans différents pays très a priori fermés, je dirais que j'ai travaillé en Israël, au sein d'une équipe et j'ai été très très bien accueillie. En fait, l'ouverture d'esprit, effectivement, est liée à l'état d'esprit. La solidarité est liée à l'état d'esprit. Effectivement, si on n'est pas confiant et si la situation économique n'est pas bonne et qu'on a peur pour le lendemain, on peut difficilement être solidaire. Donc je pense que la France a un atout. Je l'ai découvert en étant obligée de sortir. J'avais peur de ce fameux dragon, sortir de ma zone de confort, de faire le tour de France, aller voir chaque magasin pour leur expliquer la vraie histoire de Caraitic, etc. Et pour aimer la France, il faut connaître la France, je pense, tout simplement. Il faut vraiment la vivre, voir chaque coin. Moi, à ce moment-là, il y avait effectivement une critique de la France extrêmement féroce, et je me disais, mais ils sont fous. Ils sont fous parce que ce pays est magnifique, c'est un trésor, culturellement, géographiquement, enfin voilà, on a vraiment beaucoup de chance. Quant aux entrepreneurs, je pense qu'il c'est plus à démontrer. Les meilleurs mathématiciens sont français, les meilleurs créatifs sont français, etc. Et je pense que c'est juste l'ignorance. C'est juste qu'on ne sait pas en fait ce que vaut la France, et surtout à l'international. À l'international, quand on quitte la France, on se rend compte qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans ce pays. Donc voilà, peut-être une petite dose de Monsieur Dupin, un peu de magie, et ça ira mieux, je pense. Je pense que ça bouge aussi là-dessus, beaucoup en ce moment, notamment tout le mouvement French Tech au niveau des startups. Les gens osent penser international, les gens osent aller. L'exemple du slip français là, qui est parti avec son mannequin, avec son slip sur le mannequin, faire le tour du CES. En étant vraiment, il n'avait rien, il avait juste, et du coup ça cartonne. Je pense que là-dessus maintenant, c'est un petit peu déjà en arrière. Il faut partir dans ce mouvement-là et puis être optimiste là-dessus parce que les choses évoluent en France en tout cas. Voilà. Si je puis me permettre de rebondir, puisque vous parliez d'audace, le gars du slip français, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il casse les codes. Il y a des codes qu'il faut casser. Ça c'est sûr, et je pense que je suis persuadé, là, je transforme mon langage, je suis persuadé que c'est un langage qui est extrêmement bien perçu chez nous,
mais aussi ailleurs. Et c'est ça qui fait cette force française et qui est la nôtre, qui est en chacun d'entre nous. Vous avez tout à fait raison, oui. Je vois Georges qui me fait les gros yeux parce que malheureusement on doit rendre l'antenne à 20h30, c'est vrai, pour des raisons de sécurité. Je voulais remercier les 4 intervenants, vous pouvez les applaudir. Hein, merci mesdames, merci messieurs pour tous ces échanges. De toute façon, cette conférence qui a été menée avec sérieux, je pense, mais sans se prendre au sérieux. Donc c'est toujours avec humour, c'est important. Et je finirai sur cette citation: l'humour est l'adrénaline des optimistes. Et je vous souhaite une excellente soirée.